Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle interview en compagnie de Laure Saint-Remy. Elle est venue aujourd'hui au collège se présenter. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle donc Laure, je suis mathématicienne. Donc mon travail au quotidien, ça consiste d'une part à enseigner un petit peu, mais surtout à faire de la recherche. Voilà, parce qu'il y a encore des nouvelles maths à inventer. Et puis voilà, en ce moment je fais un grand tour de France pour aller à la rencontre des collèges et des écoles en France. Et dans quel domaine des mathématiques êtes-vous? Alors moi je suis une analyste, donc je travaille sur les équations dérivées partielles. Donc ça c'est des mots un peu barbares, mais c'est des équations en général sur lesquelles je travaille qui permettent de décrire les fluides, donc les gaz comme l'air qui est dans cette pièce, ou l'eau comme l'eau des océans. Voilà. Et donc je travaille sur deux types de problèmes, des problèmes qui sont je dirais un petit peu abstraits, qui consistent à comprendre, on a plusieurs façons de décrire un gaz par exemple, et d'essayer de comprendre si les différentes descriptions qu'on a sont cohérentes entre elles. Donc je peux donner un exemple, hein. Dans ce gaz on peut dire que l'air qui est là, il est constitué de plein de petites molécules d'air, et qu'on peut faire comme si c'était un très grand billard, et puis toutes ces petites molécules, elles se baladent, de temps en temps elles se tapent, et elles sont réfléchies. Donc voilà, c'est vraiment un très grand billard avec beaucoup de boules. Et puis après on a des modèles aussi de l'air qui sont des modèles qu'on appelle fluides, et là on fait une description beaucoup plus macroscopique, c'est-à-dire on regarde juste des choses qu'on peut mesurer, donc par exemple la vitesse moyenne de l'air à un endroit, ou la pression, ou la densité. Et voilà, ces modèles-là, ils sont plus phénoménologiques. Et donc il y a une question qui est naturelle, qui est de se savoir si ces modèles phénoménologiques, ils décrivent la même chose que si je prends ma loupe et je vais regarder à l'échelle des atomes, et que je décris justement tous les mouvements de ces petits atomes. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec un ordinateur, parce qu'il y a beaucoup trop d'atomes pour pouvoir tracer le mouvement de tous ces atomes. Mais voilà, le mathématicien a cette capacité d'abstraction et cette capacité à imaginer ce qui se passe pour des très grands nombres, qui dépassent quelque part la capacité d'un ordinateur, et voilà, qui nous permettent de comprendre les liens entre ces différents niveaux de modèles. Et puis après, j'ai une deuxième partie de mon activité qui est vraiment sur le mouvement des fluides même, et donc voilà, moi je m'intéresse beaucoup au mouvement des océans en particulier, donc à l'effet de la rotation de la Terre, à l'effet des côtes, à l'effet de différentes ondes, voilà, comment est-ce qu'on transmet l'énergie de l'atmosphère dans l'océan, ce genre de choses. Donc d'habitude les gens disent oh mais c'est de la physique, il n'y a pas de frontière fixe entre la physique et les maths. Et pourquoi les ordinateurs ne peuvent pas suivre autant de molécules? Alors la première raison, c'est que il y en a beaucoup trop. Donc si on regarde pour chaque, même si on imagine qu'un atome c'est très simple, c'est-à-dire que c'est pas vrai, hein. Là, il faudrait regarder de la mécanique quantique, donc des choses encore plus fines. Mais même si on remplaçait un atome par juste une petite boule de billard, donc pour chaque boule de billard, on a 6 degrés de liberté, puisqu'on a 3 pour trouver sa position, et puis 3 pour sa vitesse. Et donc il faut multiplier le nombre d'atomes dans la pièce par le nombre de degrés de liberté, et puis après pour chacun de ces degrés de liberté, on a une équation, et donc ça veut dire un système avec beaucoup d'équations, plus que le nombre d'Avogadro. Et donc un ordinateur, il a pas cette capacité de calcul, même aujourd'hui avec nos supercalculateurs, on peut pas faire ça. Donc ça c'est la première raison, c'est que c'est un système qui est trop gros. Et la deuxième raison, parce que, et ça va aussi avec, c'est que c'est un système qui est très instable. Alors ça on le voit très bien, si je prends des toutes petites boules de billard et je change un tout petit peu leur position, dans un cas elles vont se taper et elles vont être réfléchies, puis dans l'autre cas elles vont juste passer l'une à côté de l'autre, et on voit que même si je les ai déplacées un tout petit peu au début, ou j'échange un tout petit peu leur vitesse, et bien leur trajectoire après vont être complètement différentes. Donc ça c'est ce qu'on appelle un système qui est très instable. Donc si je voulais suivre le mouvement de chaque atome, ça c'est pas possible. Enfin je peux le faire, mais si je fais une toute petite erreur, au bout de 2 secondes et demie, je suis en train de décrire un truc qui ressemble pas du tout à ce qui se passe. Et donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème aussi conceptuel. Il y a cette puissance de calcul, et puis il y a cette question de l'instabilité. Donc ce qu'on arrive à faire, c'est à donner des indications statistiques
C'est-à-dire, je vais avoir à peu près tant d'atomes dans cette partie de la pièce, donc là, je vais avoir une pression qui est forte, et puis un autre endroit où j'aurai moins d'atomes, j'aurai une pression qui est plus faible. Donc, je vais pouvoir garder des grandeurs comme ça, qui sont des grandeurs moyennes ou statistiques, mais ça me dit pas d'informations précises sur chacun des atomes. Donc, on retient moins d'informations. On a un modèle qui est moyenné. Et voilà, ça demande une puissance de calcul qui est moins grande. Bah, tu voulais pas dire finalement? Si, mais je sais pas. Bah vas-y, c'est toi. Donc ça veut dire que l'ordinateur, il est pas du tout prêt à remplacer l'humain pour les mathématiques? Alors, l'ordinateur va pouvoir faire plein de choses sûrement dans les années qui viennent, en particulier des petits bouts de preuve. Mais là, par exemple, dans cet exemple-là, ce que l'ordinateur va sans doute pas penser à faire tout seul et que l'homme pense à faire, c'est à de remplacer un modèle où je suis chaque atome, je lui mets chacun une petite marque de couleur par un modèle qui est statistique. Donc ce que l'ordinateur va pas faire, c'est avoir cette idée, cette créativité de dire ah mais si je peux pas, si je suis bloqué dans une direction, je vais penser à faire autre chose. Et ça, l'ordinateur, lui, il est capable d'aller toujours dans la même direction et donc quand on parle d'intelligence artificielle, hein, l'ordinateur, il a beaucoup de capacités de calcul, il connaît beaucoup de situations, il arrive à extrapoler un peu par rapport aux situations qu'il connaît. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas capable d'inventer un chemin vraiment différent, un vrai virage. Et là, c'est un exemple où on se dit, puisque je ne suis pas capable de suivre tous les atomes, eh bien, je vais imaginer de le faire de façon statistique. Donc ça, c'est une idée qui date de longtemps. Hein. C'est une idée de Boltzmann, qui est un scientifique de la fin du 19e siècle. Mais voilà, aujourd'hui, on peut rendre les choses plus rigoureuses. Mais voilà, je pense qu'il y a là où l'ordinateur, pour l'instant, n'est pas du tout capable de se substituer à l'homme, c'est quand voilà, il faut avoir une idée qui fait prendre vraiment un chemin différent. Et donc, est-ce que vous collaborez avec des scientifiques à l'étranger? Alors en fait, en recherche aujourd'hui, on arrive à des niveaux de spécialisation qui sont tels qu'il y a pas beaucoup de gens dans le monde en fait qui font la même chose. Et donc oui, très vite, je connais pratiquement tous les gens, pas dans tous les pays du monde, qui travaillent sur des sujets proches du mien en fait. Alors pas tous, mais un peu partout. Donc oui. D'abord la première chose, c'est qu'on écrit et on parle en anglais. C'est la règle aujourd'hui. Pendant longtemps, le français a été une langue importante pour les maths, mais aujourd'hui c'est quand même plutôt l'anglais parce qu'il faut parler tous la même langue. Et puis après, on est amené à voyager, alors pour faire des cours, pour des conférences. Moi, j'essaie de voyager un peu moins pour des raisons écologiques, et voir quand on peut le faire, rester plutôt à distance. Et puis après, moi, je suis allée par exemple passer une année, à Boston avec ma famille, voilà, pour avoir des collaborations plus suivies avec des scientifiques étrangers. C'était aussi l'occasion de découvrir un système différent en fait. On a l'impression que on vit dans un monde qui est très uniforme, mais c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est voir que même pour faire des maths, c'est pas tout à fait de la même façon selon le pays où on est. Mais en tout cas, on travaille ensemble. Et donc vous publiez beaucoup d'articles ou de livres, par exemple? Alors c'est notre façon quelque part de transmettre ce qu'on a trouvé. Hein. La recherche, ça n'a pas d'intérêt si on a trouvé un truc et qu'on le garde pour soi tout seul, c'est pas très intéressant. Donc notre façon de faire et je pense ça fait partie en fait de cette méthode scientifique quand on a trouvé un résultat qui est nouveau, un nouveau théorème, une nouvelle explication d'un phénomène physique, on écrit effectivement à un ou à plusieurs un article. Donc un article, ça peut être 10 pages, ça peut être 160 pages, ça peut être 300 pages, ça dépend. Ça dépend du niveau de technicité, ça dépend de plein de choses. Et puis après, en fait, ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que donc vous savez que on arrive à des résultats dans la méthode scientifique, on fait des hypothèses, on regarde, en maths, on cherche jusqu'à avoir une démonstration, et puis après on écrit ce résultat. Et après, ce qui est important, et ça c'est vraiment important de le dire, c'est que il y a tout un système de vérification par les pairs. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai écrit mon article, il va pas directement dans un journal. Je l'envoie,
il est soumis à une revue. Dans cette revue, il est envoyé à des experts. Ces experts, ils vont relire l'article. Ils vont essayer de comprendre déjà, voir s'ils peuvent lire, s'ils peuvent comprendre. Ils vont vérifier les bouts de la démonstration. Et puis si à un endroit ils comprennent pas ou ils disent là c'est bizarre, peut-être qu'il y a une erreur, parce qu'on en fait des erreurs comme tout le monde. On va nous renvoyer notre copie et jusqu'à ce que on soit d'accord entre les experts et les auteurs que le résultat est juste, bien écrit, bien expliqué. Voilà, parce qu'il y a tout ça. C'est pas que l'affaire d'être juste, c'est aussi d'être correctement expliqué, correctement. Et à ce moment-là, seulement l'article est publié. Donc ça, c'est vraiment important parce que quelque part, on va dire d'un résultat qu'il est admis par la communauté quand il a passé toutes ces étapes de validation. En fait. Donc ça, c'est important. Ça fait partie de, je pense, une spécificité de la science. Hein, on peut dire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on peut dire beaucoup de choses, voilà. Et si je dis quelque chose, personne va me contredire. En science, c'est pas pareil. C'est tant que les gens, il n'y a pas une forme de consensus, en fait, un résultat, il a pas de valeur scientifique. Et ça, c'est important. Alors après, de temps en temps, on publie aussi des livres pour faire un peu une synthèse des travaux, parce qu'on publie quand même pas mal d'articles. Alors après, je sais pas, ça dépend des gens, mais c'est alors peut-être ceux qui publient moins publient peut-être mieux, publient un article dans l'année, certains plutôt 10, enfin voilà. Mais du coup, multiplié par le nombre de chercheurs, ça fait quand même beaucoup d'articles. Donc c'est important de temps en temps de s'arrêter et de dire voilà, sur tel problème où on en est, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qui reste à comprendre, etc. Donc là, on publie plutôt dans ce cas-là un livre. Bon, un livre, ça peut être aussi des notes pour un cours, ou ça peut être. Mais voilà, en tout cas, ce système de publication, il est important. C'est pas juste on fait de la recherche et puis après, on communique autour de cette recherche. Ça fait encore partie de la recherche. C'est tout ce travail de quelque part de validation. Il fait encore partie du travail de la recherche. Et du coup, comment vous avez trouvé votre domaine? Vous avez lu des articles ou vous en avez entendu parler? Alors oui, ce que je disais, c'est que je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont l'affaire de rencontres. Alors déjà, jamais j'aurais pensé quand j'étais au lycée et encore moins au collège qu'un jour je ferais des maths dans ma vie. Ça, c'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé ou projeté. Quelque part, j'ai compris que des maths, ça pouvait m'intéresser. Je crois que la première fois quand j'étais en sup, donc après le bac, où j'ai perçu que en fait ça peut être à la fois marrant, ça peut être un jeu, et puis il y avait aussi des belles choses, enfin des belles démonstrations. Donc après j'ai continué les études plus scientifiques. J'ai beaucoup hésité entre la physique et les maths. D'ailleurs j'ai jamais vraiment décidé. C'était toujours un petit peu à la limite entre les deux. Et après en fait les premiers problèmes sur lesquels je travaillais, c'est des problèmes que m'a proposé mon directeur de thèse. Voilà, donc alors en choisissant un directeur de thèse, on choisit déjà un petit peu un thème. Moi, ce qui m'a orienté vers ce thème-là, c'est vraiment justement de rester à cette interface entre les maths et la physique. Et puis après, au début, on se laisse guider. Hein, on est apprenti chercheur, donc les problèmes, les questions, elles sont amenées par d'autres. Et puis après, ils conseillent de lire telle et telle chose. Et puis après, on se dit mais ça me fait penser à autre chose. Donc quelque part, la façon dont on avance en recherche, c'est aussi en faisant des rapprochements entre des choses qu'on connaît, donc c'est important, oui, de lire beaucoup, puis souvent de lire des choses dont on se resservira jamais, d'aller écouter des conférences, peut-être qu'on comprendra pas en fait. Très souvent, ça m'arrive d'aller à une conférence, je comprends 2 minutes, et au bout de 2 minutes, je suis larguée et je me laisse porter par la petite musique. Ça vous arrive peut-être de temps en temps en cours, mais je pense que quand même, il y a un moment où les choses imprègnent aussi. Voilà, en tout cas, c'est important pour moi de vous dire que c'est pas parce qu'on est mathématicien qu'on comprend toutes les maths, loin de là. Et il y a toujours plein de choses à apprendre, plein de choses qu'on comprend pas. On se trompe tout le temps. Je pense que quand on est chercheur, on passe 95% de son temps à se tromper. Voilà, et donc on va explorer des domaines, puis après on se rend compte que là-dessus on sait rien faire, donc on change un petit peu, on va voir autre chose. C'est pas quelque chose qui est fixe pour toujours. Et donc vous intervenez souvent dans les établissements scolaires, et si oui, pourquoi? Alors oui, je viens assez souvent, après pas toutes les 5 minutes non plus, mais oui. D'une part, je fais partie d'associations qui, donc la Marne à la Pâte, peut-être que vous connaissez, qui fait de
organise un petit peu l'enseignement des sciences à l'école primaire, et puis aussi des associations comme Matangin, je sais pas si vous connaissez ça. Donc voilà, j'accompagne régulièrement des classes sur des projets un petit peu plus longs. Et puis après, oui, je vais souvent dans des établissements scolaires, parce que je pense que le métier de chercheur est un métier qui est très mal connu, donc c'est important de le faire découvrir. Je pense que les gens ont une image du savant fou dans son laboratoire tout seul avec ses cheveux complètement comme ça, et puis qui est juste pas câblé comme tout le monde, qui a pas de vie sociale. Donc je pense que c'est important de changer un peu ce mythe autour du chercheur, dire que c'est un beau métier, un métier où on a beaucoup de liberté, beaucoup de créativité. C'est pas un métier qui est enfermant. Pas du tout. J'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un métier qui a des aspects presque artistiques. Donc voilà, donc je pense que ça c'est important. Et puis je pense aussi que c'est important de transmettre ce goût des sciences, même à ceux qui feront pas des sciences en fait. Je pense qu'on vit dans une société qui est très technologique, très scientifique. En fait, n'importe quel citoyen est amené à plein de reprises à comprendre quand on va parler de la fin de vie, quand on parle de bioéthique, quand on parle de climat, quand on parle en fait tous ces sujets sont scientifiques. Donc si on veut pas juste être un mouton de panurge et suivre la vie juste qu'on nous impose, si on veut être libre, si on veut être un vrai citoyen éclairé, il faut savoir un peu de science. Et donc voilà, je pense que c'est important d'apprendre ça là où on peut le faire, donc dès l'école, dès le collège, et puis surtout plus que d'apprendre, d'avoir cette curiosité en fait. Après, on peut toujours apprendre. On trouve des informations partout, hein, on en trouve dans les musées, dans les livres, sur Internet. Donc voilà, mais d'avoir cette curiosité de comprendre pourquoi, de comprendre les choses. Je trouve que c'est important, donc voilà. Pour moi, je passe du temps pour cette transmission-là. Je pense que c'est aussi un acte démocratique, je pense, de donner cette possibilité à tous de plus de familiarité avec les sciences. Voilà. Et quelles études avez-vous faites pour devenir chercheuse? Alors moi, ce que j'ai fait, donc comme déjà je suis dans le système français, j'ai une classe préparatoire, une grande école, et après une thèse. Mais la seule chose qui est importante pour devenir chercheur, c'est d'avoir une thèse. Donc c'est ça qui est important. Donc on peut passer par ce système de grandes écoles ou par l'université, mais ce qui est le diplôme qui est important et qui est le même diplôme partout dans tous les pays du monde, c'est la thèse. Donc un doctorat, ça se fait en gros, il faut aller jusqu'au master, et puis après on commence un doctorat, et ça dure en gros 3 ans. Donc voilà, donc c'est des études qui sont relativement longues, mais quand on est quelque part, quand on est doctorant, c'est-à-dire quand on prépare son doctorat après le master, on est à la fois étudiant, puisqu'on est apprenti chercheur, mais on a déjà un métier en fait, on a déjà un salaire, donc on est dans un espèce de statut intermédiaire entre les deux. Mais en tout cas, c'est ce diplôme de doctorat qui ouvre la porte à toutes les carrières de la recherche, qui soient des carrières d'enseignants-chercheurs à l'université ou des carrières que de chercheurs, par exemple au CNRS ou dans certains instituts de recherche. Donc il y en a qui enseignent, il y en a d'autres pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est la thèse qui quelque part qui valide, d'abord qui permet d'essayer. Je pense que on peut faire, il y a des pays comme l'Allemagne où on fait une thèse et même si on devient pas chercheur après, c'est vraiment le diplôme qui est reconnu aussi dans toutes les entreprises. Voilà, en tout cas, je pense que cette expérience de recherche, même si après on veut pas devenir chercheur, elle est intéressante parce que on apprend à vivre de façon un peu différente. Je pense qu'il y a on vit beaucoup dans une culture où quand il y a un truc qui va pas, on met un petit pansement, on essaye de réparer, on essaye mais de pas trop bouger les lignes. Hein. Et je pense que dans cette culture de la recherche, c'est différent. En fait, on a toujours l'idée d'aller chercher des nouvelles idées, de faire des nouvelles expériences, de développer cette curiosité. Et donc je pense que même pour des gens qui après veulent pas être chercheurs, de faire un doctorat, c'est vraiment une belle expérience. Après c'est aussi une belle expérience pour se connaître soi-même parce que il faut accepter de passer 3 ans à se tromper tout le temps, à avoir l'impression d'avoir réussi, en fait se rendre compte que non, ça marche pas du tout. Donc c'est parfois éprouvant, mais voilà, c'est une façon aussi de se mettre un petit défi à soi-même. Donc voilà, je pense que c'est
c'est une belle expérience, le doctorat. Et donc, vous avez un message à passer aux jeunes filles qui voudraient faire mathématicienne? Alors aux jeunes filles et aussi aux jeunes tout court. Oui, je pense que pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être curieux. Et ça, je pense que ça vaut pour ceux qui veulent être scientifiques, mais pour tous. Et puis d'être persévérant. En fait, je pense qu'il y a une certaine valeur aussi à voilà, accepter de. Je l'ai beaucoup dit, mais de se tromper. Je pense que ça fait partie de ce mouvement qui permet de grandir, en fait, de se tromper. Donc voilà, de pas se laisser décourager parce que une fois on n'a pas compris un truc. En fait, c'est la vie, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà. Et je pense que ce qui fait souvent la différence entre les filles et les garçons, je pense, c'est que les filles ont moins de confiance en elles et parce qu'elles se trompent, mais les garçons ils se trompent autant en fait. Donc voilà, c'est juste de pouvoir assumer ça et puis voilà, il n'y a pas de raison de faire aussi ce que vous avez envie de faire en fait, d'être voilà, d'avoir une certaine certain enthousiasme pour ce qu'on fait. Je pense que c'est important. Eh bien, merci beaucoup et au revoir. De rien et bonne continuation. Merci. Vous aussi.